Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Bon. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, professeur Béji, on peut commencer. On peut commencer. Bon, très bien. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Pas mal de personnes nous ont déjà rejoints. Les autres vont nous rejoindre très probablement dans les minutes qui viennent. Je suis très content de participer, de modérer ce webinaire sur l'embolie pulmonaire. Je remercie les laboratoires Thériac de nous donner l'opportunité de parler d'un sujet d'importance qui est l'embolie pulmonaire, qui a toujours été important, mais qui, ces derniers mois, avec l'épidémie dont on ne veut pas dire le nom, a vu une grande recrudescence de cette maladie dans de nouvelles aspects. Je voudrais saluer, parce qu'on a la chance, que l'organisation technique est prise en charge par notre partenaire MAIS, qui sait très bien faire les choses, et je pense qu'on va faire un très bon webinaire. Alors, le sujet, c'est quoi le sujet? C'est les actualités diagnostiques et thérapeutiques des embolies pulmonaires, et nous avons la chance d'avoir un grand orateur, mon ami, le professeur Béchir Louzir, qui est professeur à la faculté de médecine de Tunis et qui est chef de service à l'hôpital Mongislim de la Marsa, chef de service de pneumologie et allergologie. Donc, des petites questions techniques. Alors, comme on sera très nombreux, on ne pourra pas converser directement. Alors, je demanderai aux participants et même à tout le monde, une fois que Béchir aura commencé son exposé, de fermer le micro. Vous trouverez le micro en bas à gauche. Et ceux qui veulent poser des questions pourraient poser des questions. On va, au fur et à mesure de l'exposé du professeur Louzir, on va recueillir ces questions, les classer, et après, on fera le débat avec les questions-réponses de tout le monde. Donc voilà, sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Béchir, qui va nous parler donc des actualités diagnostiques et thérapeutiques des embolies pulmonaires. Béchir, tu prends les commandes. Merci, Majed. Je vais partager donc l'écran. Alors, de même, je tiens à remercier les laboratoires Thériac pour nous avoir donné cette opportunité de discuter vraiment de l'actualité diagnostique et thérapeutique dans l'embolie pulmonaire aiguë. Et là, on sait qu'il y a eu, comme l'a bien dit Majed, ces derniers temps, je ne dirais pas une recrudescence, mais avec la pandémie Covid, on a donc un nombre de cas dans nos services de pneumoïdoréa très important d'embolie pulmonaire confirmée. Et la prise en charge de l'embolie pulmonaire d'une manière générale au cours de ces 2 dernières années a connu aussi beaucoup de progrès, de recommandations, et particulièrement les dernières recommandations européennes et françaises. Alors, tout d'abord, l'incidence à gauche et la mortalité à droite au cours de l'embolie pulmonaire ont connu des évolutions, on va dire, d'un côté, à gauche, on voit qu'avec les moyens, avec les possibilités diagnostiques actuelles, on voit une augmentation de l'incidence en rouge dans les pays de l'embolie pulmonaire au cours de ces 20 dernières années. Et à droite et en bleu, on voit qu'on fait mieux le diagnostic, on voit plus d'embolies pulmonaires et on les prend en charge de mieux en mieux, notamment avec la prise en charge, avec une diminution, prise en charge précoce, avec une diminution notable de la mortalité qui est représentée à droite et l'incidence qui est représentée à gauche. En juin 2019, il y a eu les recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l'adulte. Donc, c'est les recommandations françaises. Avant ces recommandations, la référence était les recommandations européennes de 2014.
Et puis, au cours de la fin de l'année 2019, il y a eu les recommandations de la Société européenne de cardiologie et de maladies respiratoires qui ont présenté leurs recommandations par rapport à l'embolie pulmonaire. C'est essentiellement à partir de ces deux recommandations de nouvelles qu'on va mettre et on va essayer de rapporter les nouveautés dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Donc, les questions que nous allons aborder ensemble, c'est par rapport déjà à la démarche diagnostique, l'apport des dédimères. D'autant plus que les dernières années, on parle, est-ce qu'il faut considérer toujours le cut-off à 500 ou l'adaptation en fonction de l'âge? L'utilisation des dédimères au cours de la grossesse, validée ou pas? Et puis on va parler de l'algorithme décisionnel, d'une manière générale, et de l'algorithme décisionnel au cours de la grossesse. Les suites à donner pour les embolies sous-segmentaires. La prise en charge ambulatoire des embolies à faible risque. La place des anticoagulants oraux directs. L'anticoagulation des patients à cancer. Et puis, les facteurs de risque de maladies thromboemboliques selon les risques de récurrence à long terme et les recommandations qui en découlent pour l'anticoagulation et sa durée. Ce sont les principaux points qui ont été abordés au cours de ces dernières années et il y a du nouveau. Évidemment, on s'adresse à une population de pneumologues et on n'abordera pas l'embolie pulmonaire à haut risque de mortalité, l'embolie pulmonaire qui se présente dans un tableau de choc avec hypotension, l'embolie pulmonaire diagnostiquée notamment en milieu de réanimation et dans les unités de soins intensifs, où le malade arrive dans un tableau de choc, où la démarche diagnostique est différente par rapport à l'embolie pulmonaire qui n'est pas à haut risque, à risque intermédiaire ou risque faible, que nous voyons tous les jours et pour lesquels on va proposer les algorithmes décisionnels. Alors, bien sûr, quand un malade se présente avec une suspicion d'embolie pulmonaire, donc avec son tableau de choc, on va toujours procéder par les scores de probabilité clinique. Et les scores qui ont été validés depuis très longtemps, les scores de Wells et les scores de Genève. Juste pour rappel, donc ça va être un score de probabilité clinique. Il y a la forme intégrale, la présentation intégrale, donc, et puis la forme révisée, simplifiée, et où on a considéré un certain nombre d'items pour évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est les antécédents d'embolie ou de thrombose veineuse profonde, on donne un point, la fréquence cardiaque quand elle dépasse 100, la chirurgie ou une immobilisation durant les 4 semaines précédentes, l'hémoptysie, la présence d'un néo, les signes cliniques de thrombose veineuse profonde et quand il n'y a pas de diagnostic alternatif. Donc, on y pense de plus à l'embolie pulmonaire quand on n'est pas en face d'une pneumonie, par exemple, un tableau infectieux. Donc, tous ces éléments, on va donner un point pour chaque item. Et si la probabilité clinique est peu probable, quand le malade en recueille 0 1 point, et quand c'est supérieur à 1, c'est probable. Donc là, c'est les scores à 2 niveaux. Et puis, il y a aussi les scores à 3 niveaux, si on considère la version dans son intégralité. Il y a aussi le score de Genève, c'est à peu près les mêmes items, et les malades sont classés en probabilité clinique faible, probabilité intermédiaire et la probabilité élevée. Toujours les mêmes items, les antécédents d'embolie ou de thrombose veineuse profonde, la fréquence cardiaque, si elle est située entre 75 et 94, est supérieure à 95, la chirurgie dans les 4 semaines ou les fractures, l'hémoptysie, le léo profond, les douleurs unilatérales d'un membre inférieur, en fait des signes de thrombose veineuse profonde, les douleurs à la palpation, la supérieure à 65 ans, donc un certain nombre d'items qui sont 1, 1, 1, 2, et en fonction du total, on va classer le malade. Donc, la première approche, c'est un score de probabilité clinique. Une fois que le score de probabilité, et on va penser à l'embolie pulmonaire, on va passer à un examen sanguin, actuellement les dédimères. Et quand on utilise les dédimères, la recommandation, le dédimère qui a une excellente valeur prédictive négative, mais elle a une faible valeur prédictive positive. Quand on a des dédimères positifs, on passe
par des tests de confirmation diagnostique. Il est donc intéressant quand il est combiné à la probabilité clinique. On va le voir dans l'arbre décisionnel. Ce que nous insistons, c'est qu'il faut que ça soit une méthode, et là on le voit dans les recommandations européennes de 2019 et les recommandations françaises, l'utilisation des techniques de haute sensibilité, notamment l'ELISA et VIDAS, et ce qui a été adopté et validé à partir de 50 ans, ce n'est plus 500 comme le cutoff, mais c'est plutôt c'est l'âge fois 10 ans. Pour 60, c'est 600, pour 70, c'est 700, pour 80, c'est 800. Donc, il y a une augmentation, une tendance à augmenter du cutoff. Ça limite donc les faux positifs, l'utilisation excessive des enjeux scanners. Et on le voit bien dans les recommandations européennes de 2019, l'utilisation des tests de haute sensibilité, une grande recommandation avec un haut niveau de preuve. Et puis, le cutoff, à partir de 50 ans, c'est l'âge multiplié par 10. Ça, c'est une nouvelle recommandation avec un bon niveau de preuve, de A. Alors, une faible probabilité clinique avec des D-dimers négatifs exclut le diagnostic d'embolie. Et puis aussi, il n'est pas recommandé pour les fortes probabilités cliniques. Donc, quand un malade il a une forte probabilité clinique, bien sûr, on le sait, on passe directement par les examens de confirmation du diagnostic. Alors, la stratégie diagnostique, que ce soit pour les recommandations françaises, et je dirais aussi pour les recommandations européennes, c'est la même chose. Donc, on commence par la probabilité clinique. Si elle est forte, on va directement au diagnostic de confirmation. On ne fait pas des D-dimers. Si la probabilité clinique est intermédiaire ou faible, on va faire des D-dimers avec un haut niveau de sensibilité et avec une adaptation à l'âge pour l'âge supérieur à 50 ans. Maintenant, si les D-dimers sont positifs, on va passer à la confirmation. On fera l'angioscanner. Ou s'il y a une forte probabilité, on fera directement un angioscanner. C'est l'examen de confirmation. C'est le gold standard. Positif, il confirme le diagnostic et on commence le traitement. Négatif, on ne retient pas le diagnostic. Maintenant, pour les cas qui sont à forte probabilité clinique et on a un enjeu scanner qui est négatif, on peut faire une relecture du scanner ou parfois même pratiquer d'autres examens afin de s'assurer réellement qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire s'il y a une forte probabilité clinique. On peut s'arrêter là. Alors, la stratégie diagnostique, pour les recommandations européennes, donc de cardiologie et de la Société européenne des maladies respiratoires, donc la même approche, l'embolie suspectée avec une stabilité hémodynamique, on n'est pas dans l'état de choc, donc la probabilité clinique avec donc il va classer les malades en haute forte probabilité ou faible probabilité. Haute probabilité, angioscanner directement. Faible probabilité, on fait les D-dimers. Négatif, on s'arrête là. Positif, on va passer à l'angioscanner. Et l'angioscanner, deux alternatives. Dans cette situation à faible probabilité avec des D-dimers positifs, négatif, il élimine l'embolie. Positif, il la retient. Pour les fortes probabilités cliniques, on passe à l'angioscanner directement. On traite quand c'est confirmé. Et comme habituellement, quand ce n'est pas confirmé, on ne traite pas, sauf quelques exceptions. Maintenant, les Français aussi ont proposé dans les sociétés de pneumologie de langue française des recommandations dans la situation où l'angioscanner n'est pas disponible. Parce que les recommandations se basant sur l'angioscanner, c'est censé avoir un angioscanner disponible 24/24. Donc, quand il n'y a pas d'angioscanner disponible, on peut même procéder, la probabilité et le score de probabilité clinique. Par la suite, on fait les D-dimers. Les D-dimers, ils sont positifs. S'il y a une faible probabilité et des D-dimers positifs, on va au diagnostic de confirmation, aux explorations pour la confirmation. Quand la probabilité clinique elle est forte, on va directement à la confirmation. Et là, s'il n'y a pas d'angioscanner, on va passer par l'écho-Doppler des membres inférieurs. Si l'écho-Doppler, et on est dans des contextes d'embolie pulmonaire, et l'écho-Doppler des membres inférieurs est positif, il trouve une thrombose, on s'arrête là et on commence le traitement. Si l'écho-Doppler est négatif, là, on peut passer à la scintigraphie s'il n'y a pas de disponibilité d'angioscanner. Et sinon, s'il y a l'angioscanner, on passe directement à l'angioscanner. Et là, en fonction de résultats,
il n'est pas confirmé, pas de traitement. Et si on confirme, on donne un traitement. Alors, ces algorithmes, que ce soit de la Société européenne de cardiologie, de la Société européenne des maladies respiratoires et de la Société de pneumologie de langue française, qui sont apparus en 2019, ces algorithmes sont validés. Et le risque thromboembolique à 3 mois chez les malades, chez qui on adopte ces algorithmes et qu'on ne met pas ces anticoagulants, le risque de faire une embolie ou une thrombose veineuse profonde, il est autour de 1%. Ce qui est un risque très acceptable et qui confirme leur performance. Donc, c'est des algorithmes qui sont très performants. Bien sûr, dans ces algorithmes, on sait bien la mauvaise spécificité des dédimères. Les dédimères, c'est bien pour les faibles probabilités cliniques et quand ils sont négatifs, pour exclure l'embolie pulmonaire. Maintenant, quand ils sont positifs, il faut bien sûr passer aux examens, aux explorations de confirmation. La probabilité clinique et les dédimères, quand même, permet de diminuer la pratique d'angioscanner au moins de 30%. Ça évite donc de faire un recours d'angioscanner et d'éliminer donc un bon nombre de cas, au moins 30%. L'angioscanner, ce qu'on peut dire, il est très performant. Mais il ne faut pas oublier, il est irradiant. Il utilise des produits de contraste qui posent des problèmes en cas d'insuffisance rénale, etc. Ils peuvent être source même de surdiagnostic, et on en parlera notamment pour les embolies supplémentaires. Alors, le cas particulier de la grossesse, pourquoi il est abordé toujours la grossesse? Parce que l'embolie pulmonaire constitue une cause de décès maternel dans les pays développés d'environ 20% aux USA. Et le risque de thromboembolie, lui, est multiplié par 4 au cours de la grossesse. Et surtout en postpartum. 43 à 60% des embolies pulmonaires surviennent en postpartum. Donc, grossesse et les 6 premières semaines après la grossesse constituent une situation à haut risque d'embolie. Et il y a une augmentation physiologique du risque thromboembolique chez la femme enceinte. Le diagnostic est difficile parce que déjà, avec la grossesse, avec la lourdeur au niveau des membres, avec le pesanteur, avec la douleur, avec la dyspnée, déjà le diagnostic et les symptômes sont un peu difficiles. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport au diagnostic d'embolie pulmonaire chez la femme enceinte. Une chose qu'il faut dire clairement, l'imagerie pulmonaire et l'irradiation de la toxicité, c'est un peu la hantise parfois des médecins et aussi des patients. On te parle toujours l'irradiation, les fœtus, etc. Il faut savoir qu'une radiographie du thorax, encore plus quand on protège le bassin, chez la femme enceinte, le risque d'irradiation pour la femme, il est faible et pour le fœtus, il est très, très faible pour la radiothorax standard. Maintenant, entre la scintigraphie ou l'angioscanner, ce qu'on peut dire, c'est que l'angioscanner, c'est moins irradiant pour le fœtus, il est un peu plus irradiant pour la femme quand on fait un angioscanner. Donc, mais il est moins irradiant pour le fœtus, l'angioscanner. Pour la femme, il est un peu plus irradiant, surtout pour le risque du cancer du sein. Et bon, la possibilité d'hypothyroïdie néonatale liée à l'utilisation de produits de contraste iodés. Donc, la notion de fort taux d'irradiation, etc., donc c'est des notions qu'il faut vraiment, s'il y a une suspicion d'embolie pulmonaire, il ne faut pas reculer à pousser les explorations pour infirmer ou conformer ce diagnostic chez la femme enceinte. Alors, l'algorithme, je propose l'algorithme de la Société européenne des maladies respiratoires. Donc, c'est une femme qui, au cours de la grossesse, chez qui on va avoir une suspicion d'embolie pulmonaire, on va faire le score de probabilité, on aura le score de haute probabilité clinique et de faible probabilité clinique, et on va pratiquer, s'il y a une faible probabilité clinique, on va pratiquer les dédimères, et s'il y a une forte probabilité clinique, on va passer directement aux examens de confirmation. Une fois les dédimères et on va démarrer donc l'anticoagulation, à partir notamment quand on est dans une situation de forte suspicion et avec des dédimères qui sont positifs. Alors là, on va démarrer une anticoagulation par des héparines de poids moléculaire. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire?
on va faire une radiographie du thorax et une compression. On commence par des compressions, une échographie des membres inférieurs. Et là, si l'écho des membres inférieurs trouve une thrombose veineuse, le diagnostic d'embolie pulmonaire est retenu. S'il n'y a pas de thrombose veineuse à l'écho-Doppler, on va regarder la radio du thorax. Si la radio du thorax est normale, on a intérêt, on peut choisir, on va dire, entre l'angioscanner ou la scintigraphie. Si la radio du thorax montre des anomalies à la radio, ben, il est important de passer à ce moment-là directement par l'angioscanner. Donc, quand la radio est normale, c'est plutôt l'angioscanner. Et quand la radio est pathologique, c'est l'angioscanner. Quand la radio est normale, on a le choix entre l'angioscanner en première intention et la scintigraphie, et ceci en fonction des disponibilités pour la confirmation. Et là, si on est négatif, on ne trouve pas d'embolie, le diagnostic est éliminé. S'il est positif, le diagnostic est retenu. Donc, l'écho-Doppler des membres inférieurs peut surseoir à l'utilisation de la scintille et l'angioscanner. Et si l'écho-Doppler des membres inférieurs n'est pas pathologique, c'est la radio qui va plus ou moins nous orienter vers plutôt angioscanner ou scintigraphie. Maintenant, 2 mots sur les embolies sous-segmentaires. Les embolies sous-segmentaires, leur fréquence est estimée à 6 à 24% des embolies pulmonaires diagnostiquées. C'est quand même énorme. Le nombre total est en augmentation, avec l'utilisation plus répandue des scanners multibarrettes et facilité avec l'accès à ce scanner. Donc, on trouve beaucoup d'embolies sous-segmentaires, parfois de découvertes fortuites. La signification clinique et pronostique demeurent incertains. Alors, il y a beaucoup de faux positifs dans les embolies sous-segmentaires, jusqu'à 25%. Est-ce que c'est un processus embolique pathologique ou est-ce que c'est une obstruction abdominale par un artefact ou par un processus fibrotique ou par un processus physiologique bénin? Donc, une embolie pulmonaire sous-segmentaire, il faut la mettre dans son contexte clinique, dans son contexte de survenue, et il faut s'assurer par un deuxième lecteur en radio, performant expert en radio, pour retenir ce diagnostic d'embolie sous-segmentaire. Donc, je propose cet algorithme qui a été proposé par les sociétés d'hématologie en 2018 et par les recommandations de la Société de cardio en 2016 et aussi validé par la Société de cardiologie et de pathologie respiratoire en 2019. Donc, quand on a une embolie pulmonaire sous-segmentaire symptomatique, parce que là, non symptomatique, donc habituellement, c'est rare où on la considère, je vais dire de 2 mots. Donc, si elle est symptomatique, il faut confirmer ce diagnostic par un autre radiologue expert. Si le diagnostic symptomatique d'embolie sous-segmentaire est retenu, on ne va pas traiter directement par les anticoagulants. On va faire systématiquement une écho-Doppler des membres inférieurs. Et si, avant de pratiquer l'écho-Doppler, on va voir si le malade il est dans une situation à risque majeur d'embolie pulmonaire de récidive. S'il est dans une situation de risque majeur de récidive, on va traiter directement. S'il n'est pas dans une situation de risque majeur de récidive, un risque majeur de récidive, par exemple un cancer, par exemple, il a fait des antécédents de thrombose veineuse profonde. Là, on peut proposer une anticoagulation. Sinon, on fait l'écho-Doppler, on regarde s'il a un retentissement cardio-respiratoire. Si c'est une embolie sous-segmentaire évoquée, suspectée et avec un retentissement cardio-respiratoire, s'il y a un retentissement, on va traiter. S'il n'y a pas de retentissement, on va faire une écho-Doppler des membres inférieurs. Si on trouve une thrombose veineuse profonde avec une embolie sous-segmentaire, bien sûr, on va traiter. Si on ne trouve pas, s'il n'y a pas de risque majeur, s'il n'y a pas de symptômes cardio-respiratoires importants, s'il n'y a pas de thrombose au niveau lors de l'écho-Doppler,
eh ben, on peut refaire ou recontrôler par des échodoppler. On n'est pas obligé de mettre le malade sous traitement anticoagulant. Donc grossièrement, une embolie sous-segmentaire, il faut faire relire ça par un radiologue expert. Deuxièmement, on finit souvent par pratiquer une échodoppler des membres inférieurs. S'il n'y a pas de thrombus, enfin, il n'y a pas de thrombose, habituellement, on ne traite pas dans les situations tout venant. Le pronostic maintenant de l'embolie, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au pronostic de l'embolie pulmonaire et la stratification du risque de mortalité? Alors, il y a l'index de sévérité d'embolie pulmonaire et sa version simplifiée avec un risque de mortalité précoce associé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le score de PESI et le score de PESI simplifié. En fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les facteurs de gravité. On va établir un score. Le score de PESI simplifié, quand le patient est âgé de plus que 80 ans, on donne plus 1. Quand il a un cancer, on associe 1 point. Quand il y a une insuffisance cardiaque chronique, 1 point. Quand il y a une fréquence cardiaque supérieure à 110, on donne 1 point. Et quand il y a une saturation en oxygène inférieure à 90, on donne 1 point. Et qu'est-ce qu'on dit? Quand il y a 0 point, si le malade n'a rien de tout ça, on dit que le risque est faible. S'il y a plus que 0 point, donc si c'est 1 ou plus, donc il y a un risque qui est élevé, un risque de mortalité dans les 30 premiers jours. Et à partir de là, à partir de notre algorithme pronostic de l'embolie pulmonaire, et on va avoir plusieurs situations. Un patient qui arrive dans un tableau d'hypotension, en état de choc, bien sûr, le risque est élevé, même très élevé. Il n'y a pas de choc. Là, on va, après l'examen clinique, on va faire l'évaluation par le score de PESI et le score de PESI simplifié. Pour le score de PESI simplifié, le risque faible, c'est quand c'est 0. Si il y a au moins un facteur, c'est-à-dire un âge à 80 ans, une insuffisance cardiaque ou respiratoire, un cancer, un pouls supérieur à 110, une pression artérielle qui est basse, une saturation inférieure à 90, au moins un de ces items est présent, on est dans le risque intermédiaire. Et là, si on est dans une situation où il n'y a pas de choc, et les scores de PESI, on est à 0 par rapport à cette évaluation, là, le risque, il est faible. Si on est dans un score de PESI supérieur à 1, donc là, on est à un risque intermédiaire. Et dans le risque intermédiaire, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le retentissement droit, le retentissement cardiaque. Et là, ça va se faire par l'échographie cardiaque et par le dosage de troponine. L'échographie cardiaque et aussi l'angioscanner. Dans l'angioscanner, il faut toujours regarder dans les situations à risque intermédiaire, il faut regarder le rapport ventricule droit sur ventricule gauche, c'est-à-dire la dilatation des cavités cardiaques droites, ou à l'échographie s'il y a une dilatation des cavités droites. Et on fait le dosage de troponine. Et dans ce cas-là, dans le risque intermédiaire, si on a une dilatation des cavités droites et des troponines qui sont élevées, on est dans un risque intermédiaire fort. Si on a ou une dilatation des cavités cardiaques ou les troponines sont élevées, on est dans un risque intermédiaire faible. Et c'est important de cette stratification du risque, parce qu'en fait, les malades en état de choc, évidemment, c'est la réanimation. Les malades à risque intermédiaire fort, c'est habituellement les unités de soins intensifs. Et puis les malades à risque faible, ils sont actuellement, peuvent être pris en charge en ambulatoire, et ça, l'intérêt, et on en parlera, l'intérêt dans cette situation de prescrire des anticoagulants oraux directs. Et pour les patients à risque intermédiaire faible, un séjour en milieu hospitalier, puis rapidement, le patient est géré en ambulatoire. Pour le traitement en ambulatoire, on utilise les critères de PESI et aussi les critères de Hestia, en fait, qui sont des critères pour exclure les malades qui ne peuvent pas être pris en charge en ambulatoire. Et on va répondre à un questionnaire, les critères de Hestia, et quand il y a un seul item qui est positif, le malade ne peut pas être traité en ambulatoire. On va poser comme question, est-ce qu'il y a une instabilité hémodynamique? Si oui, pas de traitement en ambulatoire.
une thrombolyse ou une thrombolectomie est-elle nécessaire? Donc ça, c'est des embolies à risque intermédiaire, voire haut. Le patient est-il à haut risque de saignement? On ne le traite pas en ambulatoire. De l'oxygène est-il nécessaire pendant plus de 24 heures pour obtenir une saturation supérieure à 90? On ne le traite pas en ambulatoire. Le diagnostic d'embolie pulmonaire a-t-il été posé sous un traitement anticoagulant? Et là, ça pose le problème donc, de la résistance. Y a-t-il une nécessité d'antalgie intraveineuse? Donc là, le malade, il faut le garder en milieu hospitalier. Y a-t-il une raison médicale ou sociale d'hospitaliser le patient? Il y a des malades qui ne peuvent pas se prendre en charge en ambulatoire parce qu'il faut s'assurer que le malade est en mesure de prendre son traitement et de s'auto-surveiller et de reconsulter par la suite pour le suivi. Y a-t-il une raison médicale donc, ou sociale pour une hospitalisation? Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une insuffisance rénale, il n'y a pas une dysfonction hépatique, le patient, là, il ne s'agit pas de malades, de femmes enceintes, parce que les femmes enceintes ont une indication aux héparines à bas moléculaire, donc, et pour la thrombopénie indiquée par l'héparine. Voilà un peu les critères qui vont nous permettre de pouvoir proposer les malades pour un traitement en ambulatoire. Et là, je rapporte cet essai multicentrique de sortie précoce et traitement en ambulatoire, des patients qui ont été traités par rivaroxaban. C'est un essai multicentrique international à grande échelle et qui a pris des malades, 525 patients, qui étaient zéro pour les zéro critères SIA et il n'y avait pas, et ils étaient à low risque, donc un facteur donc risque faible d'embolie pulmonaire, il n'y avait pas de retentissement cardiaque droit, ils répandaient donc les malades à faible risque, et on leur a donné du rivaroxaban 15 mg 2 fois par jour pendant 3 semaines, donc au cours de la phase aiguë, et relayé par le rivaroxaban 20 mg, une prise par jour pendant au moins 3 mois. C'est un peu le protocole qui est proposé pour le traitement par l'anticoagulant oral des rivaroxaban. Les résultats, c'est une très bonne prévention des récidives thromboemboliques avec faible accident hémorragique. Le risque d'accident thromboembolique est de 3 sur 525, c'est de 0,6, très faible. Et en termes de risque hémorragique majeur, il est faible aussi, il est de 1,2, 6 sur 519. Une fois le malade considéré comme potentiellement peut être traité en ambulatoire, et là, il faut préférer donc l'anticoagulation orale directe, pas préférer obligatoirement l'anticoagulation orale directe parce qu'elle ne nécessite pas un relais par l'HBPM et elle ne nécessite pas une phase de chevauchement et il n'y a pas de contrôle biologique pour la surveillance du traitement anticoagulant. Donc le malade va être diagnostiqué, mais il y a un suivi qu'il faut s'assurer qu'il peut se faire et bien. Donc après une démarche diagnostique aux urgences, évaluation de la gravité, etc. Et après on a décidé de mettre le traitement. Il faut toujours prévoir une consultation dans les 2-3 jours qui suivent pour s'assurer de la confirmation, du diagnostic, de la démarche et les choix thérapeutiques initiaux qui ont été faits sont bien appliqués et discuter un peu de patient avec les risques encourus par rapport à son traitement anticoagulant, par rapport à son plan de soins. Et puis, il faut prévoir toujours une consultation au bout d'1 mois. Et on commence aussi à rechercher les facteurs de risque, l'orientation étiologique, pourquoi il a fait cette embolie, est-ce qu'il y a des mesures préventives, et réfléchir un peu sur la durée du traitement, est-ce qu'elle va être uniquement une durée de 3 ou 6 mois, ou on va prolonger le traitement, et ça va être aussi à l'occasion de la consultation à 3 mois, à 6 mois, et puis des consultations périodiques tous les 6 mois, si le traitement a été prolongé. C'est une forte recommandation d'un niveau 2A de traiter les malades en ambulatoire quand ils présentent les critères d'une embolie pulmonaire avec un faible risque. Maintenant, les anticoagulants oraux directs, je ne vais pas encore parler, on a bien parlé toutes ces dernières années par rapport à leur efficacité, notamment en les comparant aux antivitamines K et qui montrent une non-infériorité confirmée sur le risque de récidive par rapport aux antivitamines K. Et en termes de sécurité, il y a une supériorité confirmée sur le risque hémorragique grave et ça réduit surtout une réduction de 50% des hémorragies cérébrales sur de larges séries. Donc, c'est une analyse de large série qui ont comparé les anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K.
Et les anticoagulants oraux directs actuellement disponibles au niveau du marché international, il y a le rivaroxaban, la pixaban, le doxaban, la bigatran. Et il faut savoir qu'en Tunisie, nous avons depuis quelques mois la disponibilité de la rivaroxaban, donc le rivaroxaban qui a l'indication, et là même pour l'embolie pulmonaire et les récidives, la prévention de la récidive de l'embolie pulmonaire, et c'est le traitement proposé. À la phase aiguë, on peut commencer pour les embolies pulmonaires à faible risque et les embolies pulmonaires qui sont stables. On commence à la phase aiguë, 15 mg x 2 pendant 3 semaines, et puis on continue pendant les 3 à 6 mois de 20 mg par jour. Et à partir de 6 mois, si l'anticoagulation va être prolongée, on peut discuter de diminuer la dose de moitié, passer à 10 mg. C'est en discussion, on reparlera. Donc le rivaroxaban, anticoagulant oral direct, disponible en Tunisie. Il est recommandé de l'utiliser dans les embolies à risque faible ou intermédiaire. On ne donne pas de traitement préalable par les héparines voie moléculaire ou non fractionnées. Le schéma, donc, comme on l'a bien dit, 15 x 2 pendant 21 jours, 20 mg pendant 3 à 6 mois, puis discuter le 10 mg par jour à partir de 6 mois. Dans les embolies à risque intermédiaire élevé, il est recommandé d'initier en urgence un traitement par HBPM ou héparine non fractionnée et initier par rivaroxaban une fois l'état clinique est stabilisé. Et alors, il faut savoir que dans les insuffisances rénales sévères, ou quand il y a une instabilité hémodynamique au cours de la grossesse et l'allaitement, le syndrome d'antiphospholipide, les rivaroxaban et les anticoagulants oraux d'une manière directe sont contre-indiqués. La recommandation de l'ORS 2019 par rapport à l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire ou faible, l'initiation de l'anticoagulation est recommandée sans délai chez les patients présentant une probabilité clinique élevée ou intermédiaire d'embolie, alors que le bilan diagnostique est en cours. Donc, on entame le traitement anticoagulant en attendant la confirmation du diagnostic. Si l'anticoagulation est initiée par voie parentérale, il faut préférer l'HBPM pour la plupart les héparines non fractionnées. Lors de l'instauration d'une anticoagulation orale chez les patients atteints d'embolie pulmonaire et qui vont être donc proposés pour le traitement par le relais, on fait directement on préfère les anticoagulants oraux directs sont recommandés de préférence aux antivitamines K. Lorsque les patients sont traités par les antivitamines K, il y a un chevauchement avec une anticoagulation parentérale, il faut au moins 5 jours d'anticoagulation parentérale et un chevauchement avec un INR au moins supérieur ou égal à 2,5, dans la fourchette 2 à 3. Et comme on vient de dire, les anticoagulants oraux directs ne sont pas indiqués lorsqu'il y a une insuffisance rénale sévère et au cours de la grossesse et les syndromes antiphospholipides. Pour les embolies pulmonaires et cancers, qu'est-ce que je vais dire? Le risque d'embolie pulmonaire est augmenté par 4 par rapport à la population générale. La fréquence est élevée, notamment pour le poumon, le côlon et la prostate, et plus élevée pour le myélome et les cancers du cerveau et du pancréas. Et le risque relatif est multiplié par 6 chez les patients recevant une chimiothérapie et par 90 dans les 6 semaines suivant une chirurgie. Donc, c'est énorme le risque d'embolie. Donc, c'est pour ça que la stratégie diagnostique, un cancer évolutif, fait partie des critères de score de probabilité clinique. Et les scores majeurs, comme c'est un facteur de risque majeur, transitoire ou intermédiaire en fonction de son évolution. Un test de D-dimer négatif a la même valeur d'exclusion. Bien sûr, il faut qu'elle soit adaptée à l'âge. Parce qu'à un moment donné, on a dit que les D-dimers peuvent être élevés, etc., dans le cancer, donc il ne faut pas l'adopter. Non. On fera certainement des enjeux scanners de plus, mais quand il est négatif, il élimine, enfin, la probabilité. Donc, on peut l'utiliser quand il y a un risque de probabilité qui est faible. Et l'utilisation répandue des scanners multibarrettes, bien sûr, on a parlé des embolies sous-segmentaires et les embolies de découverte quand on fait un scanner dans le cadre d'une d'extension qui ne sont pas symptomatiques et on découvre une embolie sous-segmentaire, c'est un patient qui présente un cancer. Et là, les recommandations de l'ORS 2019 sont claires. Chez les patients atteints de cancer, la prise en charge de l'embolie pulmonaire de découverte fortuite, là, s'ils ne sont pas symptomatiques, doit se faire de la même manière que l'embolie pulmonaire symptomatique. Donc, il faut la considérer. Bien sûr, quand elle est segmentaire, on n'en parle pas. Qu'elle soit segmentaire ou lobaire, là, on n'en parle pas. Ou plus. Mais quand elle intéresse aussi les vaisseaux sous-segmentaires. Quand il y a plusieurs segments qui sont pris, il faut traiter. Quand il y a un seul segment qui est pris de manière fortuite,
et on trouve une association avec une thrombose, comme on a parlé tout à l'heure, qu'il faut traiter. Donc, dans l'embolie pulmonaire avec cancer, quand elle est sous-segmentaire et plusieurs segments, on traite, et quand il y a un risque ou un retentissement, sinon on fait l'écho-doppler des membres inférieurs quand il y a vraiment une seule sous-segmentaire asymptomatique et il y a des risques, donc on peut mesurer le risque et faire une écho-doppler. Les HBPM, les antivitamines K et les anticoagulants au cours de la maladie thromboembolique et le cancer. Je ne vais pas citer ces travaux qui ont comparé, bien sûr, l'HBPM, c'est l'anticoagulation de première ligne chez les patients, le premier choix, chez les patients qui font une embolie pulmonaire et qui ont un cancer. On fait, idéal, 6 mois d'anticoagulation par HBPM. Les études ont confirmé que ça fait mieux en termes de risque de récidive de thrombose et ça donne moins d'hémorragie comparé aux antivitamines K. Maintenant, ces deux études, là, l'étude Okusai, c'est une étude par rapport, donc elle a été faite dans le cadre du cancer, qui a comparé les doxaban, le coagulant oral, avec la daltéparine, et ce qu'on voit ici, il y a même moins de thrombose et avec peut-être un peu plus de risque hémorragique. Et cette étude, qui est une partie donc, qui a comparé Riva avec le rivaroxaban avec la daltéparine, et ce qu'on voit, donc l'étude SELECT-D, on voit que dans cette étude, sur 6 mois, la comparaison a montré que le risque, quand on fait rivaroxaban comparé à l'HBPM daltéparine, le risque de thrombose 3,9 comparé à 8,8, donc il est moins important, avec un peu plus de risque, avec plus de risque hémorragique. Donc, dans cette étude rivaroxaban, donc elle a, par rapport à une alternative à la daltéparine dans le cancer, dans l'étude Okusai, ils ont montré avec des risques hémorragiques, je vais revenir, un peu plus importants, et l'étude Einstein, qui en fait a montré aussi qu'il y a moins de risques quand on compare la rivaroxaban avec les antivitamines K, mais il faut dire que là, ce n'est pas le bon comparateur pour le cancer, parce que le bon comparateur pour le cancer, le bon comparateur, c'est les HBPM. Donc, les rivaroxaban fait mieux que les antivitamines K en termes de risque de thrombose et en termes de risque hémorragique. Je reviens à l'étude Okusai qui a montré, doxaban anticoagulant daltéparine, quand on a vu qu'il y avait un peu plus de risque d'hémorragie, et ce risque, c'était essentiellement des hémorragies digestives, et c'était essentiellement quand il y avait un cancer gastro-intestinal. Donc, à la limite, ça peut être, les anticoagulants oraux peuvent être une bonne alternative en dehors du cancer gastro-intestinal où il y a peut-être un risque de saignement plus important. Et puis l'apixaban, là c'est tout récemment, donc elle confirme l'étude apixaban, anticoagulant oral, comparé à l'HBPN et le cancer dans la maladie thromboembolique. La tendance, ils font même peut-être moins de risque thromboembolique, de récidive, on va être à 5,6 comparé à 7,9, et aussi avec un risque hémorragique similaire, 22 et 23 patients. Donc, la tendance, peut-être, c'est une bonne alternative, les anticoagulants oraux directs, pour l'anticoagulation préventive lorsqu'on a un cancer du poumon et une embolie pulmonaire. Les recommandations. Pour les patients atteints d'embolie pulmonaire et cancer, le premier choix, c'est l'HBPM sous-cutané, ajusté en fonction du poids et doit être envisagé pendant les 6 premiers mois. C'est le choix à préférer par rapport aux antivitamines K. L'édoxaban doit être considéré comme une alternative à l'HBPM, ainsi que la rivaroxaban doit être considéré comme une alternative à l'HBPM, sous-cutané, ajusté en fonction du poids, si les patients sont cancers. Alors là, la réserve pour les deux, en évitant le cancer gastro-intestinal. Pour les patients atteints d'embolie pulmonaire et de cancer, une anticoagulation prolongée au-delà de 6 premiers mois doit être envisagée. Et là, dans les essais où on utilise une anticoagulation directe, on réfléchit à réduire la dose de moitié. Ou on peut garder la dose double s'il y a un risque important de récidive. Et là, on a parlé des embolies sous-segmentaires. Il faut les considérer, surtout quand elles sont multiples ou qu'elles s'associent à une thrombose veineuse profonde. La durée du traitement. La durée minimale, c'est 3 mois. Là, ce qu'on voit, on compare les courbes de la durée de l'anticoagulation pour les gens qui ont pris
3 mois et on voit la probabilité de récidive pour ceux qui ont pris 3 mois en rouge et vert, 6 mois, et ceux qui ont pris moins de 3 mois, c'est-à-dire 4 à 6 semaines, on voit en termes de récidive, il y a une différence importante et significative. La durée minimale, c'est 3 mois. Maintenant, il faut savoir une chose, que après 3 mois, pour les malades, quand on traite des malades, 558 patients, et on les traite, on fait le traitement anticoagulant pendant 3 mois. Par la suite, on arrête l'anticoagulation, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont eu une chirurgie, une cause majeure qui était à l'origine de son embolie pulmonaire, un facteur de risque majeur, ils ont peu de chances de récidiver. Ceux qui n'ont pas de facteur de risque provoqué, c'est une embolie survenue sans facteur de risque. Le risque, quand on arrête, il est plus important. Il est important de développer une thrombose veineuse dans les mois qui suivent. Et quand le risque il est intermédiaire, un facteur de risque mineur, le risque il est intermédiaire. C'est très important ça pour savoir comment mener la durée de l'anticoagulation. Maintenant, la durée de l'anticoagulation, il faut savoir une chose. Allonger la durée du traitement anticoagulant de manière indéfinie, c'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand on a une embolie pulmonaire qui n'est pas provoquée et on donne une anticoagulation de 6 mois, embolie non provoquée, il n'y a pas une cause chirurgicale ou une cause majeure ou une cause réversible majeure, et on donne un traitement de 6 mois. Et par la suite, on va prendre les patients. Un groupe va recevoir pendant 18 mois un antivitamine K de la warfarin. Et un groupe chez qui on va arrêter, on va donner un traitement placebo. Donc, on va arrêter l'anticoagulation. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le groupe, dès qu'on arrête, il commence à avoir un risque de développer une récidive. Et là, ça atteint le placebo. Et on voit que 18 mois après l'arrêt de l'anticoagulation, la population chez qui on a prolongé et puis on a arrêté, elle va avoir tendance à rejoindre la population placebo. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que s'il y a un risque majeur, un facteur de risque majeur qui est retrouvé, provoqué à l'origine de l'embolie, 3 mois, c'est bien, et par la suite, on rejoint le risque, il reste plat, comme on l'a montré dans la courbe précédente. Maintenant, s'il y a un risque majeur, il n'y a pas de risque majeur retrouvé, ou les gens qui ont un facteur de risque permanent, qui n'est pas réversible, ben ces gens-là, si on décide de prolonger, ce n'est pas 1 an, 2 ans, si on décide de prolonger, c'est un traitement illimité et réévalué. Parce que quand on arrête, on rejoint la population et le risque de développer des thromboses ou une embolie. Ce qui fait que dans les recommandations, je termine par ça, de la Société des maladies respiratoires européennes et de cardiaques de maladies respiratoires 2019, ils classent les malades en groupes où il y a l'estimation de récurrence à long terme, elle est faible, inférieure à 3%, et qui ont développé une embolie pulmonaire. Quelle sont cette population? En fait, c'est la population de gens qui ont eu un facteur majeur et qui est transitoire et qui est réversible. Par exemple, une chirurgie avec une anesthésie générale pendant 30 minutes, un alitement pendant plus de 3 jours en raison d'une maladie chronique ou une exacerbation, un traumatisme avec fracture. Donc, en fait, ce sont des gens qui vont avoir un facteur majeur de risque et qui est réversible, qui va guérir. Et donc là, le risque quand la cause va disparaître, il est faible de récidive. Il y a un groupe de patients, mis en rouge, il a été mis en rouge par les recommandations, le risque de récidive, le risque de récurrence, il est élevé, supérieur à 8% par an. Et là, chez les gens, ce sont des gens qui présentent un cancer actif permanent. C'est les gens qui ont des antécédents d'un ou plusieurs épisodes de maladie thromboembolique et qui n'ont pas de facteur de risque majeur. Ils l'ont fait sans facteur de risque. Ou les malades qui ont un syndrome des antiphospholipides. Donc là, ce sont des gens qui présentent un risque élevé de récidive. Et puis, vous avez les facteurs de risque intermédiaires où il y a un risque d'embolie, de récurrence et de modéré, de 3 à 8% par an.
Et là, il y a plusieurs. Ou que ce sont des gens qui ont un facteur de risque pas majeur, qui est transitoire, mais réversible. Une petite chirurgie sans grande anesthésie générale, une hospitalisation de moins de 3 jours, un traitement oscoprostatif, un grossesse ou un postpartum, après un alitement à l'extérieur de l'hôpital, de moins de 3 jours, de supérieur de 3 jours, une blessure de la jambe sans immobilisation, un vol long courrier. Donc, c'est des facteurs de risque mineurs. Donc, on ne trouve pas un facteur de risque majeur, mais il y a quand même une tendance, il peut y avoir une tendance au risque. Ou alors, les gens qui ont des maladies inflammatoires chroniques, telles que de l'intestin, telles que le Crohn ou l'RCH, ou des maladies systémiques auto-immunes connues actives. Ou lorsqu'on ne trouve pas de facteur, le malade il a fait son embolie, on ne trouve aucun facteur de risque. Voilà un peu comment on répartit les critères en fonction de l'estimation du risque de récurrence. Là, l'estimation, elle est faible pour ce qui est vert, elle est forte, le risque de récidive pour ce qui est rouge, et intermédiaire pour un jeune. La durée, pour tous les malades, l'anticoagulation, elle est au moins de 3 mois et recommandée pour tous les patients qui ont une embolie pulmonaire. Après 3 mois, ceux qui ont un facteur de risque majeur, c'est-à-dire et qui est élevé après comme une chirurgie lourde, etc., ben, la recommandation chez qui l'arrêt de l'anticoagulation est recommandé après 3 mois. Et puis, il y a les malades chez qui, à risque élevé, quand ils ont un cancer actif, quand ils ont des antécédents, quand ils ont les syndromes d'antiphospholipides, et ben, les patients chez qui une prolongation de l'anticoagulation au-delà de 3 mois est recommandée. Et quand on dit au-delà de 3 mois, elle doit être prolongée indéfiniment et réévaluée, parce que, comme on avait dit, il y a plus d'1 an, 18 mois, il faut prolonger quand c'est illimité, donc elle doit être prolongée. Et puis pour les risques intermédiaires, les patients chez qui il y a une prolongation de l'anticoagulation, on recommande ou on peut envisager au-delà de 3 mois quand il n'y a pas de cause ou quand il y a un risque intermédiaire, mais qui est un risque avec un facteur de risque mineur, on peut discuter la prolongation du traitement au-delà de 3 à 6 mois. Les autres recommandations par rapport aux anticoagulations prolongées, et là pour dire le rivaroxaban, pensez à la dose de 10 mg une fois par jour quand on envisage de prolonger au-delà de 6 mois. Et je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Béchir. C'est une très belle conférence qui a fait un peu le tour de la question. En attendant un peu qu'arrivent d'autres questions, je voudrais d'abord remettre un peu le contexte de l'embolie pulmonaire parce que toi et moi, tu vois, on a vécu l'avant-angioscan et l'angioscan et l'avant-didymère et didymère. À l'époque, on appelait l'embolie pulmonaire la grande simulatrice. C'est comme ça qu'on nous l'a enseigné à la faculté. Pourquoi? Parce que la majorité des embolies pulmonaires n'étaient pas diagnostiquées. Et en fait, si je donne quelques chiffres, si tu veux, tu ne vas pas donner beaucoup de chiffres, l'embolie pulmonaire représente 150 pour 100 000 habitants en France. Les troubles thromboemboliques. Dans 50 000, il y a 50 000 embolies pulmonaires par an. Aux États-Unis, 250 000 par an, avec une mortalité de 60 000 à 100 000 personnes par an. C'est énorme. L'embolie pulmonaire serait la 3e cause de mortalité par maladie cardiovasculaire aux États-Unis. Et en France, la 2e cause de mortalité par mort subite. Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est que certaines choses n'ont pas changé. Parce qu'il y avait, tu sais, qui parlait beaucoup de l'embolie pulmonaire. En 1975, il disait que 11% décédaient dans l'heure de l'embolie. Et que 29% étaient diagnostiqués et 70% n'étaient pas diagnostiqués. Donc, c'était dingue. Longtemps après, alors qu'il y avait déjà l'angioscan et tout, on avait 12 à 15% des autopsies des patients morts à l'hôpital avaient une embolie pulmonaire.
qui n'étaient pas diagnostiqués. Donc, ça veut dire tout ça qu'on était encore loin du compte et l'avènement de l'angioscan a permis de changer parce qu'avant, il y avait l'artériographie. On faisait de l'artériographie pour les embolies pulmonaires, tu te souviens autant que moi. Alors, entre-temps, nous avons eu quelques questions. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu parlé pour attendre un peu les questions. Bon, il y a surtout des éloges pour toi, donc ce n'est pas des questions. Ça, il y a des éloges pour toi pour ta conférence. Alors, il y a une question du docteur Houdesnen qui dit, pour ce qui est des patients ayant une thrombophilie, on les classe dans quel groupe? Alors, il y a dans la thrombophilie, il y a l'antithrombine, la protéine S et la protéine C. On les classe dans les risques majeurs. En fait, ça constitue, si on fait ce diagnostic, un risque de facteur de risque majeur et on doit prolonger l'anticoagulation. Les autres mutations, notamment le facteur 5, elles sont moins source d'embolie et on peut considérer parmi les facteurs de risque intermédiaire, voire un risque qui n'est pas important. Voilà. Donc, l'important, quand on a un sujet, surtout qu'il est jeune, moins de 50 ans, et surtout qu'il fait une récidive d'un épisode thromboembolique, ou s'il est jeune aussi, sans facteur de risque, on fait les dosages. Les facteurs qui vont nous pousser à le proposer un traitement anticoagulant au long cours dépassant les 6 mois, c'est l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. D'accord. Alors, il y a une autre question du docteur, notre ami Zohair Suissi, qui dit donc d'abord, il t'a félicité pour la qualité de la conférence, et il te dit la place des anticoagulants oraux directs dans la prévention de la MTEV chez les patients hospitalisés pour cause médicale, exacerbation de PCO, alitement, sepsis. Peut-on les considérer comme une alternative au HBPM? Alors, شنو LMFD hein? Maladie thromboembolique maladie thromboembolique. Prévention de la maladie thromboembolique chez les patients hospitalisés pour... Ça veut dire, tu sais, quand les malades sont hospitalisés, Béchir, tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus. Là, ça va. Les patients hospitalisés pour chirurgie ou BPCO à suffisance respiratoire, on leur donne des HPPM à dose préventive. La question que pose Dr Suissi, est-ce qu'on pourrait remplacer par des anticoagulants oraux directs? C'est clair. Alors, ce que je peux dire ici, il n'y a pas de décès et il n'y a pas, le médicament n'a pas la même dans cette indication. Donc là, c'est par rapport au risque thromboembolique chez les malades de médecine et de chirurgie en dehors de la prothèse de la hanche, chez qui on prescrit donc les anticoagulants oraux directs à la dose donc préventive de 2 mg. Par contre, on n'a pas de recommandation par rapport à la prophylaxie. On n'est pas dans le cadre du traitement prolongé de l'embolie pulmonaire. Les anticoagulants oraux directs n'ont pas la même. Par contre, ce que je peux te dire, que sur le plan pratique, on est en train de voir, et les études sont en cours, et ça a été essayé par beaucoup d'équipes. Ce n'est pas dans les recommandations non plus, mais on peut avoir, on l'a vu dans l'épidémie de la Covid, on est en train de proposer des anticoagulants oraux directs à la dose de 10 mg dans la prophylaxie par rapport chez les patients hospitalisés et chez les patients qui sont donc qui ont la Covid. Donc les médicaments, les anticoagulants oraux directs ont la même pour l'embolie pulmonaire et la prévention du risque de récidive, pour les arythmies complètes par fibrillation auriculaire et pour les prothèses, notamment les prothèses, la chirurgie de prothèses. Voilà un peu les indications en termes de prophylaxie.
Alors, l'autre question de Dr Suissi, encore, c'est la place. Il te pose la question, est-ce que la place limitée des anticoagulants dans la COVID-19 serait-elle expliquée par le manque de preuves ou le risque de coagulopathie, donc de saignement dans la COVID-19 et l'absence d'antidote? Et le score de PECI est-il toujours appliqué chez les patients qui ont cette infection à COVID-19? Alors, première question. Les anticoagulants oraux, ils sont en train de montrer de plus en plus, et là on l'a vu dans les travaux, qu'ils se sont intéressés au cancer. Et moi, je pense que dans le futur, déjà par rapport à l'anticoagulation, actuellement, le traitement de choix pour le cancer, le traitement anticoagulant, c'est les HBPA. Ça donne moins de récurrence de thrombose, de troubles thromboemboliques et moins de risques hémorragiques par rapport aux antivitaminiques. Mais on est en train de voir, notamment la dernière étude que j'ai montrée, à part l'étude Einstein, à part l'étude qui s'est intéressée au rivaroxaban en comparant avec une HBPM, et à part, on a eu une étude toute récente qui vient d'être publiée, apixaban, avec comparaison avec les HBPM. Et on a pu montrer que ça donne moins ou autant de thrombose et surtout en termes de risque hémorragique, il n'y avait pas de différence. Les gens ont toujours peur. Donc là, ce que je peux, donc là, je fais de la comparaison. Je passe maintenant le Covid. Covid, on sait qu'il y a un risque thromboembolique, il y a une fragilité des vaisseaux. Donc, quand on utilise un médicament, on veut avoir un médicament qui a une certaine sécurité en termes de risque hémorragique. Utiliser l'HBPM à dose qui est largement utilisé, enfin, qui a dans les maladies notamment dans les hospitalisations médicales et chirurgicales, dans la prévention et aussi dans le traitement de l'embolie, on connaît donc un peu le produit et on est plus à l'aise en termes de risque hémorragique et on sait qu'il est efficace dans les risques thromboemboliques. Pour les anticoagulants oraux, il y a de l'espoir, à mon avis, et il y a des voies de recherche qui l'ont utilisé. On saura dans le futur, est-ce que c'est possible de l'utiliser ou pas. Je pense qu'il peut être utilisé. Il a été essayé dans d'autres pathologies médicales, je vous ai dit comme le cancer. Donc, on est en train de l'avancer en prophylaxie dans la prévention du cancer et peut-être, pourquoi pas, dans les affections médicales. Et c'est des médicaments d'introduction récente. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps faire. Donc, il faut être peut-être optimiste. Et comme tu l'as plus ou moins résumé, c'est sûr, quand on donne un traitement anticoagulant, le risque, c'est l'hémorragie. Parce que c'est bien sûr que tu améliores, tu donnes une anticoagulation, tu es rassuré par rapport au risque thromboembolique, ils sont efficaces, ils ont apporté leurs preuves. Par la suite, les choses à voir, c'est le risque hémorragique. Et on sait que dans la maladie, dans le Covid, en dehors du risque thromboembolique, il y a une fragilisation des vaisseaux et un risque hémorragique. Donc, voilà un peu la difficulté. Alors, l'histoire d'antidote, oui, on a peur des anticoagulants oraux d'une manière générale. C'est pour ça qu'on préfère utiliser des anticoagulants où il y a des antidotes et en plus à courte durée. Donc, ça, c'est connu. Plus, il y a toujours ce risque-là. Mais maintenant, on est de plus en plus sécurisé. La chirurgie, il y a des recommandations par rapport à l'utilisation des anticoagulants pour la chirurgie avec risque hémorragique, sans risque hémorragique. Donc, les choses se clarifient de mieux en mieux. Alors, l'autre question de Houdesnen, qui est toujours dans la thrombophilie, elle te dit, est-ce qu'il y a eu des études avec les anticoagulants oraux pour les patients ayant une thrombophilie et y a-t-il une préférence pour une des deux molécules? Ouais. Alors, Rudel, pour les anticoagulants oraux directs, ils sont contre-indiqués en cas de syndrome antisynthétase. Donc, ça, c'est si on prend le syndrome antisynthétase comme entité. Maintenant, pour les autres thrombophilies, quand il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont comparé les anticoagulants oraux directs entre eux, non, à ma connaissance. Donc, mais on peut imaginer que c'est des. Il n'y a pas eu, de toute façon, même en dehors de la thrombophilie, il n'y a pas eu, à l'état actuel, des études qui ont comparé entre les molécules, les anticoagulants oraux directs dans la. Alors, un peu dans le même contexte,
quel serait le rang du rivaroxaban par rapport aux autres anticoagulants directs non disponibles en Tunisie? Ça veut Alors, dire c'est une molécule, c'est la meilleure, c'est la deuxième, c'est la on va dire la troisième. meilleure. On va dire la meilleure. Alors, l'avantage du rivaroxaban, l'avantage, Oui, c'est qu'on peut l'utiliser par rapport à d'autres molécules sans passer par l'héparine, parce que pour d'autres anticoagulants oraux, notamment la dabigra, qui n'est pas disponible, non, il faut, bon, certains anticoagulants oraux, il faut un chevauchement par l'HBPR. L'intérêt de l'anticoagulant rivaroxaban et aussi l'apixaban aussi, c'est qu'il peut être utilisé d'emblée sans phase de chevauchement, sans recours à quelques jours d'HBPA. Pour une autre molécule, sans la citer, un anticoagulant oral direct, il faut faire au moins 5 jours d'HBPA. alors je voudrais te parler d'un truc. Les Américains ont développé un concept depuis 2015, c'est le PERT, c'est le Pulmonary Embolism Response Team. Tu as entendu parler? C'est en fait, ils le font à l'échelle nationale, mais ils le font aussi dans les structures. Supposons qu'on prenne par exemple l'hôpital où tu travailles. Ce team serait composé du pneumologue, du cardiologue interventionnel, du cardiologue non interventionnel, de l'anesthésiste réanimateur, de l'hématologue et du pharmacien pour discuter les cas d'embolie pulmonaire, mais en général les cas graves dont tu n'as pas parlé aujourd'hui. Hein. L'autre versant avec l'embolie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait bien ou pas de faire ça chez nous? Alors, c'est bien le PERC de l'utiliser en dehors de l'embolie grave. D'ailleurs, c'est là où il a son indication. Voilà, les Canadiens l'utilisent. Les Oui. Canadiens et les Américains. Les Américains. Oui, ils l'utilisent et il utilise donc le score et il te permet d'exclure sans recours au dédimère, c'est il court-circuite, Oui. il passe directement à l'angioscope. Donc, les embolies non graves, ça évite le recours au dédimère et ça permet d'exclure donc un certain nombre de cas pour ne pas avoir beaucoup de pratiques d'angioscanner. Ça court-circuite l'étape du dédimère. Il est intéressant en dehors des embolies pulmonaires graves. Alors, il y a une autre question qui nous vient de Houdé Hay. Le traitement par anticoagulant direct dans l'embolie pulmonaire par 15 mg 2 fois par jour, est-ce qu'on tient compte du poids du patient ou pas? Et Non. pourquoi les anticoagulants directs sont contre-indiqués en cas de SAPL? C'est quoi la SAPL? Le syndrome antiphospholipide. D'accord. Alors, on ne tient pas compte, donc la dose, c'est une dose standard de 15 mg x 2 pendant la phase aiguë et de 20 mg au cours du 21e jour à 3 à 6 mois, donc on continue à la dose de 20 mg. On peut discuter la dose de 10 mg à partir de 6 mois, notamment quand il n'y a pas un risque majeur de récidive. S'il y a un risque intermédiaire, donc on peut imaginer après 6 mois de prolonger par 10 mg. Alors maintenant, il y a eu des études qui ont comparé les anticoagulants oraux directs avec les antivitamines K dans le syndrome antiphospholipide. Et on a remarqué que le risque thromboembolique il était plus important, donc de développer des thromboses chez les patients qui sont traités par anticoagulants oraux directs. C'est pour ça que dans les recommandations, quand on diagnostique un syndrome d'antiphospholipide, il ne faut pas donner les AOD, ça existe clairement dans les recommandations, il faut préférer les antivitamines K. D'accord. Alors, docteur Suissi, chez les patients ayant arrêté les antivitamines K de leur propre chef, la reprise du traitement anticoagulant sera-t-elle accompagnée par l'héparinothérapie? Non, parce que dès que tu commences l'AOD, oui. Immédiatement, donc tu commences directement. Il a arrêté, tu reprends. Alors, ma question à moi, que reste-t-il pour les antivitamines K? Quelle place? En dehors du prix? Alors, la place, en dehors le prix, donc tu l'as abordé, les contre-indications telles que les syndromes antiphospholipides, d'accord, il y a ça. Par la suite, c'est vrai qu'on gagne énormément avec les anticoagulants oraux directs. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, FESTAF.
on avait un malade Covid qui était instable, chez qui en plus, on a diagnostiqué une embolie pulmonaire. C'est une patiente, c'est une dame. Au bout de 5-6 jours, on est arrivé à avoir, elle était au début sous 4-5 litres d'oxygène, je pense, et par la suite, au bout de 4-5 jours, elle était à 96% ou 95% à l'air ambiant. On est resté une dizaine de jours pour l'équilibrer par le Centran. Parce qu'on a pris au début, après, il y a eu, on a oublié de prendre une dose, après on a alterné en demi, trois quarts, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on a compté, c'était aujourd'hui au stade. J'ai fait une plaisanterie, j'ai dit, bon, 10 jours d'hospitalisation quand même, mais on ne pouvait pas la laisser partir avec une anticoagulation qui n'était pas efficace. En plus, donc c'est un peu, donc on gagne énormément à mon avis. C'est une facilité d'utilisation. Bien sûr, les bonnes indications. Bien sûr, il faut que les malades stables, pour les malades qui viennent avec un tableau d'embolie et qui ont pris les HBPM ou parce qu'ils avaient d'autres explorations à faire ou qui ont pris l'HBPM parce que la forme était un risque intermédiaire élevé, il y avait un petit retentissement au début, ben dès qu'il y a une stabilité, on introduit les anticoagulants au direct, il n'y a pas de contrôle à faire, c'est magnifique. Il serait peut-être intéressant de les avoir dans la nomenclature hospitalière. Et surtout qu'elles soient remboursées. Oui. Par la alors, en fait, Béchir, alors si on compare les anticoagulants directs avec les héparines à bas poids moléculaire, les HBPM, si on se tenait qu'au facteur prix, en fin de compte, les anticoagulants directs seraient moins chers au long cours. Les anticoagulants oraux directs, si on a une prévention, par exemple, le jour où, actuellement dans les recommandations de l'ERS, je prends une recommandation qui est claire, les recommandations de l'ERS dans le cancer, il ne faut pas des antivitamines K, il y a un risque hémorragique important, et ça ne diminue pas, comme les HBPM, des risques thromboemboliques. Donc, il faut des HBPM. Si vous allez mettre votre patient 6 mois par HBPM pour un cancer, ben, il faut compter le coût des injections, tout ce qui en découle. Et le contrôle périodique des plaquettes, les NFS, avec le rôle de thrombopénie. Donc, il y a un surcoût. Aujourd'hui, s'il y a des études qui vont dans le sens, d'ailleurs, dans les recommandations, ils disent actuellement qu'il y a une alternative aux HBPM. Avant, on ne le disait pas. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a une alternative. Et moi, je peux vous dire que demain, ça sera l'alternative. Parce que l'article, quand il y a eu les recommandations de l'ERS, il n'y a pas cet article que j'ai montré en dernier, la comparaison apixaban avec daltéparine, et où on a montré qu'en termes de thrombose, c'est aussi efficace, et en termes d'hémorragie, c'est aussi efficace. Moi, je pense, donc, les ingrédients sont là. Donc, on voit. Alors, maintenant, pour les autres, là, il y a une période, si on va passer directement après, là, il n'y a pas. Là, vous avez comparé avec les HPPM. Donc, maintenant, si vous comparez avec les antivitamines K, bon, il n'y a pas certainement, il n'y a pas le coût des injections des seringues. Par contre, il y a le coût des DP et des INR et des fluctuations du TP et même de la sécurité. Parce qu'on sait que aussi, on n'est pas toujours sûr que la stabilité. Il y a eu des études qui se sont intéressées à démesurer de manière périodique l'INR chez des patients qui étaient sous antivitamine K. Il y a des utilisations énormes par rapport à ça. Alors, Soraya Fenish a posé une question, mais qui n'est pas arrivée, donc je lui demande de la reformuler. Elle me pose la question, vous avez reçu ma question? Non, on n'a pas reçu ta question. Donc, si tu peux la renvoyer, on va pouvoir répondre. Alors, moi, je voudrais revenir à la COVID. En attendant, s'il y a la question de Soraya, on a remarqué dans la COVID qu'il y avait des patients qui, sous anticoagulants, je ne parle pas d'anticoagulants directs ou de HPPM, d'une façon générale, sous anticoagulants, faisaient encore des thromboses veineuses et artérielles, même sous forte dose d'anti-HBPM. Et d'autres, sous anticoagulants, à dose préventive, faisaient des hémorragies terribles. Des hématomes, il y en a même des patients qui ont été perdus parce qu'ils faisaient des hémorragies. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, comment
On s'est rendu compte vraiment qu'on était entre le marteau et l'enclume. Et la deuxième chose, on a remarqué, bon, moi j'ai vu aussi quelques cas, tu as dû en voir, des embolies pulmonaires chez des patients qui avaient la Covid relativement tardive, après un mois et demi. Si tu donnais les anticoagulants oraux, avant on les donnait 15 jours, maintenant on arrive à des recommandations entre 30 et 45 jours. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Le principe, il y a un relagage des médiateurs inflammatoires et qui ont un rôle au niveau de la thrombose, Oui, le risque de thrombose, et une fragilisation des vaisseaux et un risque hémorragique. Voilà, ça c'est clair. Donc et là, c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que les gens se retiennent un peu par rapport aux anticoagulants oraux directs. Tu n'as aucune recommandation qui disent que faites, quand ils rentrent, les malades, donnez-leur les anticoagulants oraux directs, la dose préventive. Parce qu'on sait que l'HPPM, en dehors de son rôle anticoagulant, les HPPM auraient même une petite accès anti-inflammatoire. Ça, c'est un peu. d'accord. Il y a toujours le risque hémorragique. Donc, il y a par rapport à ce risque. Alors, et tu as déduit un autre constat, mais La durée, la parce durée. qu'avant, tu sais, on donnait quelques jours, maintenant on va vers un mois et demi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on donnait on disait dans les recommandations au début qui sont sorties, 10 ils disaient jours, 15 jours après, oui. 14 jours, 15 jours en tout et pour tout. Tawa, plutôt la moyenne, c'est un mois. Et je crois qu'il y a une nouvelle notion, c'est une pondération par Oui. rapport à la gravité de la forme qu'il y a eu. Parce que, et là, j'ai même prévu un diagramme, mais bon, ce n'est pas la peine. Une fois le malade il rentre avec la Covid, il y a une stratification du risque thromboembolique en fonction de la gravité. Il y a une prophylaxie à risque faible, prophylaxie à risque intermédiaire et prophylaxie à risque fort. C'est quoi? Prophylaxie à risque faible, l'équivalent du 0,4. À risque intermédiaire, 0,4 x 2 ou la 0,6 x 2. Et à haut risque, on peut même 0,6 x 2, mais on peut aller même à 1 x 2. Et même pour certains patients chez qui on ne peut pas conformer l'embolie pulmonaire, d'ailleurs, il ne faut pas le faire tout le temps. Tant qu'on peut confirmer, il faut y aller. Mais on a des malades qui arrivent dans un tableau de détresse cardio-respiratoire, on ne peut pas comparer, et on ne peut pas confirmer. Et on propose même des doses curatives. Donc, ce qui est recommandé après, plus une fois il s'améliore, on fait une désescalade pour les malades chez qui on a donné sans confirmation diagnostique. Si on était à un risque intermédiaire, on passe à un risque faible, ou si on était à un risque fort, on passe à un risque intermédiaire. Par exemple, un malade, une fois qu'il rentre, il se complique, je le passe en réa. En réa, il prend parfois la dose curative parce qu'il est rentré dans un tableau où ils n'ont rien pu retenir, où ils n'ont pas pu éliminer ni confirmer le diagnostic. Ils ont mis sous recommandation, il faut que ça soit l'exception, ils ont mis sous anticoagulation à visée curative. Moi, quand tu reviens en salle, en hôpital, on fait la désescalade. S'il ne s'est pas confirmé en risque intermédiaire, déjà, il va cumuler dans l'hôpital presque un mois entre la réa et le passage en médecine. Et puis, quand il va sortir, je ferai au moins un mois. Et ça, c'est le 45 jours ou plus. C'est ce que tu dis. Et je vais dans ce sens-là. Et en faisant, on peut faire une désescalade. Plus, quand tu vas en ambulatoire, tu étais à 0,6 x 2, tu peux sortir à 0,6 ou à 0,4. Voilà un peu. Voilà. Ou bien sous anticoagulant direct. Ou voilà, exactement. Là, tu peux donner l'anticoagulant direct. Il n'y a pas de recommandation là-dessus, mais on peut l'imaginer. Les Américains le recommandent à la sortie d'hôpital de réanimation de mettre sous 10 mg d'anticoagulant direct au lieu de HBPM à dose, dans le consensus, dans le traitement de la C'était américain. Covid, oui. Oui, d'accord, c'était américain. Si c'était français, on n'a pas recommandé. Alors, j'ai des questions. Alors, la question de Soraya Khaltet, et puis j'ai une question de Wafé Bouhawel, et puis une autre question de Zohair. Donc, je vais te passer les questions une à une. Alors, Soraya Fenish te dit, en cas d'envahissement tumoral cave supérieure, avec un risque de thrombie cruorique, quelle est la place des anticoagulants directs? C'est clair, l'anticoagulation idéale, c'est les HBPM. Pourquoi les HBPM? Parce que, de par les études ont prouvé que le risque thromboembolique, il existe, il est même multiplié en cas chez les patients qui ont un cancer du poumon,
et on considère qu'ils protègent bien contre le thromboembolique et on considère jusque-là ils sont plus faciles à manipuler en cas d'hémorragie et ils donneraient moins d'hémorragie. Ça, c'est ce qu'il y a comme étude jusque-là. Quand on voit les études, dont notamment la dernière étude par rapport à la pixaban d'altéparine, où on a prouvé que ça fait aussi bien que l'HBPM et ça donne aussi autant d'hémorragie. Donc, on peut imaginer que les AOD vont avoir de la place. Ils sont actuellement dans le RS recommandés comme alternative. Donc, moi, je pense la raison, si on peut donner l'HBPM, c'est l'HBPM. Si on doit donner une alternative, le rivaroxaban, c'est une alternative. Et dans les recommandations, la seule contre-indication dans les cancers, c'est les cancers gastro-intestinaux. Pour le reste des cancers, c'est une l'arivaroxaban est une le rivaroxaban est une bonne alternative aux HBP. D'accord. Alors, j'ai deux questions de Wafé Bouhawel. Je vais te les donner en même temps, tu vas répondre. Et après, j'aurai deux questions de Zohair Suissi. Alors, Wafé te dit le risque hémorragique des anticoagulants directs chez les patients porteurs de dilatation de branches ou des excavations pulmonaires. Et sa deuxième question, c'est la place des anticoagulants directs chez les patients insuffisants respiratoires sous OLD. Alors, par rapport aux anticoagulants oraux directs, comme les anticoagulants d'une manière générale, quand on les donne en fonction, surtout pour la prévention. Donc, quand je dis une embolie pulmonaire, dans les 3 mois, quel que soit le facteur de risque à l'origine, un minimum de 3 mois. Par la suite, tu vas prolonger le traitement. Quand tu vas prolonger le traitement, à partir de 3 mois, tu vas faire une équation, un équilibre entre le risque thromboembolique par rapport à la stratification du risque de récidive et le risque hémorragique. Et ce qui est recommandé, par exemple, pour les malades chez qui on prolonge au long cours l'anticoagulation, si au bout de 3 à 6 mois, on est dans une situation de réviser, si tu décides d'aller plus que 6 mois, on est dans une situation d'obligation de réviser tous les 6 mois à 1 an, toujours est-ce qu'on est dans une bonne situation de risque de récidive par rapport au risque hémorragique. Si ton malade il a des hémorragies parce qu'il a des DDB et les DDB sont diffuses et elles ne sont pas chirurgicales, et il fait des hémoptysies cataclysmiques et il n'a pas d'embolie pulmonaire et vous êtes en train de le donner à visée prophylactique, il faut mesurer le pour et le contre. Maintenant, les ABK, l'AOD fait mieux que les antivitaminiques A, c'est prouvé par les études. Les anticoagulants oraux directs, jusque-là, on dit que par rapport aux HPPM, on dit que peut-être il y a un risque hémorragique plus important. Les études les plus récentes sont ils sont presque en train de dire que peut-être en termes de risque hémorragique, ça vaut les HBPM. Ça fait voilà. Aussi bien que les HBPM. Et la place chez les patients sous OLD, c'est la même chose. Malade sous OLD, il n'y a aucune raison. Il faut précéder. S'ils font une embolie, il faut traiter comme une embolie. Et après, s'il y a une prophylaxie à mettre, si on a décidé de donner les anticoagulants par voie orale, et on a relayé, voilà, on a commencé, ça c'est sûr qu'il faut préférer les AOD en dehors de contre-indications. Maintenant, si vous dites que mon malade, il est OLD, il a été hospitalisé dans un tableau de décompensation respiratoire, à la phase aiguë, ce n'est pas le genre de malade que tu vas commencer les anticoagulants par voie orale le premier jour. C'est le genre de malade, quand tu vas instaurer les anticoagulants, il faut t'assurer de la stabilité. Ce genre de malade, c'est le malade qui recevra 4-5 jours d'HPPM ou 3 jours. Et dès qu'il est stable et il revient à son état de base, tu vas relayer, tu vas décider est-ce que je donne des antivitaminiques A ou des AOD. Et moi, je pense que tu vas basculer vers les anticoagulants oraux directs. D'accord. On est presque à 8 heures, donc je vais donner les dernières questions. Après, il faudra peut-être parce qu'il y a le couvre-feu, hein. Il faudra peut-être qu'on arrête. Alors, il y a deux questions de Zohair Suisse. C'est en fait des précisions qu'il demande et une question de Odé Rahai. Alors, Zohair Suisse te demande comment raisonner devant une augmentation isolée du taux des dédimères chez des patients Covid dont le suivi et que surveille-t-on chez les patients sous anticoagulants directs? Est-ce qu'il y a une surveillance particulière
à faire. Je commence par la deuxième parce qu'elle est plus facile. Donc, il n'y a pas de surveillance, c'est ce qui est bien, en dehors de tous les 3 à 6 mois, un bilan hépatique, rénal, pour s'assurer qu'il y a une tolérance. Il n'y a pas de NFS, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de bilan d'hémostase. C'est ce qui est intéressant par rapport à cette famille d'anticoagulants. Alors, pour l'autre question, les dédimères, alors, il est recommandé, Zohair, de ne pas utiliser les dédimères en malade hospitalisé grave pour poser le diagnostic d'embolie. Maintenant, si tu as des dédimères qui augmentent, etc., notamment pour le Covid, là où il y a un tas de phénomènes inflammatoires, tu peux l'utiliser en tant que facteur pronostic, etc., mais l'attitude, elle est simple. Voilà, tu es coincé, tu n'as pas. Mais des dédimères, on ne recommande pas d'ailleurs, on ne recommande pas. Moi, je trouve des malades qui viennent me voir par rapport à un suivi de leur Covid, je trouve un monitorage de dédimères impressionnant. Presque un jour sur 2, ils sont en train de faire des tumeurs. Je ne te dis pas les hématomes, la coagulation, l'inflammation. Et il n'est pas recommandé de l'utiliser pour monitorer la fréquence ou la sévérité ou la gravité, ou même pour poser le diagnostic d'embolie. C'est vraiment quand on est dans l'impasse, on le fait, on est impressionné quand il est très élevé, mais il n'y a pas mieux que d'aller, on est dans un contexte de Covid, le malade peut supporter un angioscan, et bien on complète par un angioscan pour s'assurer pourquoi il désature. Tout à fait. Alors, l'autre question, c'est Houder Hay qui te dit AVC, infarctus du myocarde et Covid-19. Est-ce qu'on peut recommander les AOD et antiagrégants plaquettaires ou seulement les AOD? Alors, plutôt une question, ce n'est pas la bonne cible, il faut la poser plutôt à un cardiologue. Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'association AOD-aspirine. Là, je peux donner mon avis personnel. Le risque. Alors, ça, c'est la question de Zohair, interférence avec l'aspirine et les corticoïdes. Ouais. Alors, avec l'aspirine et les corticoïdes, comme tous les anticoagulants oraux ou les antivitaminiques, il faut faire très attention. Le risque hémorragique devient plus important. Et je me demande si souvent on a arrêté l'aspirine pour des patients qui prenaient les AOD à visée préventive, voilà, à dose à 20 mg qui était. Moi, j'arrête l'aspirine quand je mets l'AOD pour les Covid. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut. Et on demande, on prend l'avis des cardiologues par rapport à l'infarctus, par rapport au risque. Bon, alors, Béchir, un peu pour conclure, je te remercie encore une fois pour cette très belle conférence qui a mis un peu les choses au point. Mais cette embolie pulmonaire, est-ce que c'est une pathologie à algorithme? Parce que, tu vois, tu nous as donné beaucoup d'algorithmes. Moi, en général, quand j'ai un malade, j'ai une maladie, j'ai le diagnostic, je mets le traitement. Et là, il faut que je révise mon algorithme pour savoir ce que je fais. Donc, c'est vraiment une maladie algorithme depuis toujours. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est un algorithme essentiellement diagnostique. Tout à fait. Plus que diagnostic, et après, on va placer le patient là ou là. C'est ça. Hein? Les algorithmes s'y prêtent bien, ils sont validés. C'est ce que je dis. Maintenant, ils permettent. Ouais. Parce que toute la problématique, comme tu as l'embolie pulmonaire, c'est que, ça n'attend pas. C'est grave, urgent, ça tue. Et on peut le confirmer maintenant avec l'angioscanner. En fait, c'est tout ça. Maintenant, c'est ce que j'avais dit. Faire beaucoup, l'algorithme, il est parfait, il est bien validé. Quand on applique l'algorithme, le risque de laisser à côté des malades, non traités, etc., il est de 1%. Et dans la population, de manière spontanée, ça avoisine presque le risque. Maintenant, à partir inférieur à 3%, déjà, c'est un bon. Donc, on ne fait pas de prévention, on ne fait pas. Donc, on est à 1%. C'est parfait. Mais il faut faire attention par rapport à l'utilisation excessive de l'angioscanner, parce que c'est irradiant, parce que c'est coûteux, il y a des produits de contraste. Maintenant, c'est un peu la balance. Mais c'est des algorithmes qui sont très performants. Il faut donc savoir les utiliser. Il faut connaître leurs limites, les sensibilités, donc en termes de faux négatifs, de faux positifs. Et je pense avec ça, d'ailleurs, quand on voit les courbes épidémiologiques, tout à l'heure tu disais dans l'introduction, mais la période où on avait les autopsies, les mortalités, tout ça, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai commencé la conférence par mettre la diapo où à droite, on voit avec le temps, ces dernières années, on a une augmentation très importante de la prévalence des embolies pulmonaires. Et j'ai présenté dans la diapo à droite une réduction de la mortalité par embolie pulmonaire, parce qu'on les diagnostique plus tôt et parce qu'on les traite mieux, avec moins de risques hémorragiques et tout ça, avec les nouveaux médicaments et tout. Donc, effectivement, c'est une maladie à algorithme. C'est une maladie qui a bénéficié de l'apport de la technologie, notamment de l'imagerie, notamment de l'accès facile à l'angioscanner.
Mais faut-il qu'il soit disponible? Faut-il qu'il soit disponible 24 sur 24? Parce que l'embolie pulmonaire n'attend pas. L'embolie pulmonaire, quand on y pense, vous avez vu dans les recommandations, quand on risque, on avait dit que la probabilité, elle est forte, avec les dédimères plus la probabilité forte. Si on ne peut pas faire l'angioscanner dans les 4 heures, ils vont donner les HBPR. Même si elle est moyenne à faible et on ne peut pas faire l'angioscanner dans les 24 heures, il faut commencer les HBPR. On a pour dire à quel point on ne recule pas devant une embolie. Ça y est, on y pense en avance. C'est pour ça que moi, quand je trouve une alternative diagnostique à l'embolie, des fois, quand l'interne fait le service, on présente un malade, un tableau de pneumonie, ou hyperleucocytose, je pense à une embolie. Comment on va s'en sortir? Parce qu'à partir du moment où on y pense, on ne peut plus faire marche arrière. Voilà. Avant de passer la parole à Séné pour qu'elle conclue à la fin, je voudrais juste, il y a une autre question, et puis je voudrais juste te dire quelque chose, moi. Il y a juste une question, mais tu en as répondu dans la conférence, mais pas précisément. C'est Nsaf Meji qui demande la durée minimale d'anticoagulant direct pour une embolie pulmonaire confirmée au cours d'une infection Covid-19. Tu l'as expliqué. C'est au minimum 3 mois, et après, s'il y a encore des facteurs de risque, on prolonge. C'est bien ça. Tout à fait. Et en plus, là, le SMIC pour les embolies pulmonaires, c'est 3 mois. Moins 3 mois. La deuxième date à plus ou moins fixée peut être prolongée jusqu'à 6 mois. Et si on va aller au-delà de 6 mois, Rani, on est parti pour une anticoagulation illimitée. Indéterminée. Chez les gens qui répondent après 6 mois, parce qu'ils ont un risque de thromboembolie qui est un peu majeur, qui est permanent, qui ne disparaît pas comme une maladie, pas comme une chirurgie, pas comme un traumatisme. Et chez ces malades-là, il faut maintenir de manière illimitée. On a vu les courbes que si on arrête l'anticoagulation préventive, on va rejoindre la courbe de risque embolie. Donc, 3 mois le minimum, peut-être réfléchir jusqu'à 6 mois, parce que vous avez un risque même d'une hospitalisation, d'une maladie qui a dépassé, donc on est dans l'intermédiaire, on peut aller jusqu'à 6 mois. Si vous allez prolonger au-delà, c'est que vous avez un facteur de risque majeur permanent. Voilà, Béchir, donc je voudrais dire une chose quand même, moi, sur l'embolie pulmonaire, une chose qui est importante et qui nous interpelle tout le temps. En général, dans l'embolie pulmonaire, plus elle est symptomatique, moins elle est grave. En général, c'est des gens qui vont faire la douleur thoracique et qui vont faire l'hémoptysie qui ont les embolies les moins graves parce que c'est une atteinte périphérique avec une irritation pleurale et puis l'infarctus qui survient pulmonaire qui survient dans embolies qui ne sont pas très graves. Par contre, les embolies graves, et la question que je voudrais te poser, parfois on fait un scanner pour une tumeur ou autre chose, et le radiologue te répond embolie bilatérale massive, sans qu'il y ait une défaillance cardiaque. Parce que quand il y a l'embolie grave avec défaillance cardiaque, en général, on le rattrape rarement, le patient. Mais voilà la question que je voulais te poser. Comment tu expliques qu'on trouve de façon fortuite des embolies bilatérales massives alors que le patient n'avait pas vraiment une atteinte cardiaque avec la pompe qui s'était mise en dysfonctionnement, surtout droite? Bon, massive, quand même, il y a toujours des signes de mauvaise tolérance. Massive. Autant je suis tout à fait d'accord, Marc, pour les symptomatiques, parce qu'en fait, c'est là qui attire plus l'attention. L'irritation pleurale ou le foyer d'infarctus périphérique qui touche la plèvre, c'est très mal. Ou alors, par chance, il va faire l'hémoptysie. Et ça nous donne plus de moyens de diagnostic, surtout du temps où on n'avait pas, comme tu le disais, on n'avait pas le dédimère, on n'avait pas l'angioscanner et tout ça. Maintenant, nous, on a un score de probabilité. Une fois que je fais l'embolie, je passe dédimère, angioscanner et on a des découvertes. Alors, les découvertes fortuites, oui. J'ai vu bilatérales, on trouve des embolies bilatérales fortuites en faisant un scanner pour une tumeur. Oui, surtout les tumeurs, on en trouve. Oui. Bon, des fois massives, c'est moins fréquent. Pas massive, mais disons bilatérale. Oui, bilatérale, c'est fréquent. Peut-être c'est noyé, mais dans le tableau du cancer, de la toux, de l'essoufflement, de l'altération de générale. Ce pas des malades très réactifs, mais il y a les surprises. Il y a surprises. D'ailleurs, dans la prise en charge, quand on va, je ne parle pas des bilatérales, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande simulatrice. Pour ça. Et tout à fait. Et il faut faire aussi, surtout quand on est dans les sous-segmentaires.
Dans les sous-segmentaires, où je vais revenir, il faut toujours faire l'apport entre le symptomatique et le non-symptomatique. Dans les sous-segmentaires, et dans les sous-segmentaires non symptomatiques, c'est une circonstance pour nous. J'ai collé ça au cancer parce que nous, on fait notre bilan d'extension et on nous répand sous-segmentaire. Ben, quand on nous répand sous-segmentaire, n'oubliez pas que le cancer, c'est un facteur de risque majeur. Donc, il faut vraiment qu'on soit large en termes de traitement anticoagulant. C'est-à-dire, premier constat. Et deuxième constat, il faut évaluer l'appréciation, le retentissement, l'écho-Doppler. Si c'est plusieurs, sous-segmentaires plusieurs, on traite sans regarder, et même si c'est asymptomatique. Si c'est une seule sous-segmentaire, on n'est pas sûr, ou les experts radiologues ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, à quel point, donc c'est vrai, c'est une pathologie parfois de découverte même fortuite. C'est une pathologie dont le pronostic est très sévère, surtout en cas de récidive. On n'instaure pas un traitement anticoagulant. Et merci beaucoup.